Bonjour, ici Caro Perron de Saint-Adèle au Québec et bienvenue sur mon émission Les histoires d'autrefois. Aujourd'hui, c'est une émission hors série nommée Ça se passerait plus de même au Québec en 2024. C'est une reprise numéro 2 d'un épisode que j'ai fait un peu auparavant. Aujourd'hui, dans cette émission, je vais m'amuser à vous lire le dictionnaire des femmes qui date de 1960 de l'État américain. Les éditions J'ai lu, j'ai ri, puis m'a dit qu'on en rit encore en 2024 quand on lit ça. Vous savez tous que je suis une adepte des encans en ligne, puis j'achète fréquemment des vieux livres qui ont rapport aux lois et habitudes de dans le temps, que souvent sont vraiment ridicules rendus en 2024, du moins au Québec. Et lui, il était dans un petit lot que j'ai pris dans les encans en ligne des Laurentides, entreprise domiciliée à Saint-Jérôme, que je vous recommande, soit dit en passant, vraiment de chic personne et super serviable. Alors, sans plus tarder, je commence à vous lire quelques lignes de ce livre rempli de définitions, de pensées, d'opinions et d'habitudes qui étaient ancrées dans la tête des gens de 1960, qui, soit dit en passant, c'est assez restreignant pour les femmes, vous allez voir. Il est vraiment spécial de comparer les époques et la vision de nos ancêtres versus notre présent, qui est si différent. C'est pour cette raison que je fais cette émission, pour que l'on s'amuse ensemble à comparer ces deux époques. Alors vous êtes prêts? Et c'est parti! Le mot alcool. Voici une pensée. Les femmes et les ecclésiastiques s'enivrent que très rarement. Il faut éviter de donner l'apparence d'ivresse parce que la considération dont ils jouissent étant précaire, ils ont besoin davantage d'être réservés et donc sobres, car les deux prestiges sociaux tiennent seulement au crédit qu'on fait suivant le cas, à leur pudeur et à leur piété. Faut que je vous avoue que cette pensée est un peu restée même en 2024. Voir un curé ou un prédicateur sous l'effet de l'alcool est assez rarissime et serait sûrement jugé très négativement même dans ces années. Les femmes, par contre, pas mal moins jugées. Mais encore, on entend des fois des gens relier les femmes intoxiquées au monde de la prostitution. Je regarde de ce côté-là, puis je peux dire que c'est encore un tabou dans notre société. Alors même en 2024, c'est pas si passé date que ça. Autre pensée. Une brune. Les cordes sensibles, veuillez s'abstenir. L'âge remet le goût en place des hommes qui admirent les blondes lorsqu'ils sont jeunes, mais ils épousent les brunes. La brune est une fille de soleil, mais une véritable beauté brune doit être une fille du Nord. Sous la Renaissance, la brune n'était qu'une femme de second choix. Elle est aujourd'hui à la fois ce qui a de plus banal et plus merveilleux. Tout dépend du reste de la façade du corps et du logis. Ouf! En 2024, avec toutes les teintures qui existent maintenant, t'es même plus capable de savoir qui est une brune ou bien une vraie blonde. Alors, c'est avec conviction que je peux dire que cette affirmation est passée date. Autre pensée. Une Canadienne. Elle est drôle. Ils disent, on s'ennuie fort au Canada. S'amuser n'est d'ailleurs pas le but dans la vie. Une vraie Canadienne travaille fort, fait des enfants, va à la messe, parle avec la lenteur de leurs pensées et étant fort estimable. Il fait trop souvent froid. Et l'évêque y a plus de pouvoir que le gouverneur de la province. Quand je vous disais dans mes autres balados que dans le temps, l'Église se mêlait de tout. En 2024, on peut plus ben dire la même chose. Car les prêtres, les évêques puis les églises catholiques sont pas mal en voie d'extinction. Il n'y a plus vraiment personne qui va à la messe, puis les Canadiens font de moins en moins d'enfants. Alors une autre pensée qui est pas mal passée date. Une autre pensée. Le mot charme. Une chose la plus rare qui devrait être la moelle épinière de la femme. Le charme saute aux yeux, une qualité essentielle chez elle. Bouf, même moi en 2024, je possède pas grand charme pour une fille. On m'a même dit qu'un jour, j'étais aussi charmante qu'un 2x4.
Mais je dois avouer que le fait d'être une charmante femme aide dans plusieurs situations. Ça facilite la vie. Oui, mais certes, c'est pas nécessairement une qualité primordiale pour faire sa vie en 2024. Alors, cette belle petite pensée est bel et bien passée date. Le mot gigolo. Oui, un gigolo. Spécialité italienne ou latine tombant en désuétude. La demande pourtant dépasse l'offre, surtout dans un milieu monopolistique. Il existe encore de nombreux patriciens de cet art, mais on les décèle aujourd'hui plus facilement qu'avant les guerres 1 et 2. Et oui, il faut se rappeler que dans ce temps-là, les guerres 1 et 2 avaient fait bien des ravages dans les mentalités. Le mot gigolo en 2024 existe encore, mais sans tout à fait avec la même signification du terme, utilisé souvent par les femmes pour désigner un homme qui drague plus d'un lièvre à la fois. Alors, cette sorte de définition ou opinion est encore un petit peu présente, même dans nos années. Alors, cette affirmation n'est pas tout à fait passée date en 2024. On y va avec un petit dernier, le mot parfum. Les femmes se parfument pour les hommes. Elles ne se parfument certes pas pour elles-mêmes. C'est en gardant leur caractère et leur style que nous décelons le parfum d'une femme qui est trop souvent le nuage d'un monde dont elle voudrait être. Ouf! Cette affirmation m'impressionne pas bien, mais vous dire que de nos jours, il existe autant de parfums pour hommes que pour femmes. Fait qu'on peut dire que les hommes se parfument pour les femmes, hein? Puis moi, personnellement, si je mets un parfum, c'est pour moi-même aussi, pour sentir bonne lors d'une soirée. Alors, si nous remettons cette affirmation à l'envers et que tu enlèves le côté sexiste de l'auteur du livre, on s'entend pour dire que en 2024, c'est pas mal passé date. Alors, nous sommes rendus à la deuxième partie. Je vais reprendre des lois du Code civil français, bref, le Code de Napoléon, version 1804. Ça fait quand même plus de 220 ans que ces lois civiles ont été écrites. Il était vraiment spécial de comparer l'époque de nos ancêtres qui suivaient ces lois à la lettre et notre présent qui est si différent, vous allez voir. Juste pour vous donner une petite idée, comment la puissance paternelle était forte dans ce temps-là. En bref, il est dit que l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses parents. Il reste sous l'autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage. En passant, la majorité dans ce temps-là, c'était 21 ans. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission du père. Si le père a des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d'un enfant, il aura les moyens de correction suivants. Si l'enfant a moins de 16 ans, le père pourra le faire détenir en prison pendant un temps d'au moins 1 mois. Le président du tribunal d'arrondissement devra, sur cette demande, délivrer un ordre d'arrestation. Aïe, aïe, imaginez, il pouvait emprisonner son enfant en prison durant 1 mois. On s'entend-tu qu'il n'existait pas de prison pour mineurs dans ce temps-là? Il était sûrement mélangé avec les autres adultes. En avez-vous vu des anciennes prisons de dans le temps? Si vous pouvez aller visiter celle-là à Trois-Rivières, d'ailleurs, j'ai adoré cette visite historique, mais admettons que c'était loin du confort que maintenant les prisonniers possèdent. De nos jours, envoyer un gamin de 16 ans en prison pour adulte pour 1 mois, ça passerait pas en 2024. La femme, dans ce temps-là, avait absolument rien à dire. Si moindrement la femme ou l'enfant qui est né féminin, fallait absolument que le père ou son mari décide tout pour elle. Si elle voulait étudier, si elle voulait faire une profession très spéciale, si elle voulait travailler, le mari devait signer son approbation pour tout ce qu'elle faisait en dehors de la maison.
Je ne sais pas si vous avez écouté l'histoire de Bolduc, l'une des premières femmes chansonnières québécoises ayant été épouse, mère, auteure, compositrice, interprète, une musicienne vraiment populaire avec un talent fou. Dans ce temps-là, si je ne me trompe pas, c'est dans des années 30 ou 40, avec des chansons qui parlent de la difficulté des colons dans ce temps-là, avec un humour très agréable, une turtulade, on appelle ça du turtulage en beau québécois, qui est vraiment très impressionnant. En tout cas, une femme remarquable qui avait de la tête sur les épaules. Si vous n'avez pas vu le film qui est sorti en 2018, nommé La Bolduc, ça vaut vraiment la peine d'aller le voir. Le film représente super bien le côté pouvoir de l'homme dans ce temps-là. La paye de la femme était directement déposée dans le compte de l'homme. Toutes les ce qui était contrat que sa femme avait droit, c'était vraiment signé par le mari même. Même si celui-ci ne savait pas lire ou il avait très peu d'éducation, toute la carrière de cette dame a été dirigée que par la signature et l'approbation que son mari pouvait lui donner, jusqu'au jour où les droits de posséder un compte personnel pour une femme viennent à être légaux, à condition que celui-ci donne son accord, bien sûr. Vu qu'il ne savait pas ce qu'il signait, car celui-ci était illettré, il a donné tout pouvoir à sa femme de diriger sa carrière par un contrat qu'il n'était pas capable de lire finalement et qui a signé. On s'est entendu que de toute manière, c'était elle qui avait le talent, c'est elle qui travaillait et non lui. Cette femme a été quand même un exemple à suivre là, pour l'émancipation et l'indépendance de la femme au Québec. C'est vraiment un bon film à voir, là, je vous le conseille. On s'entend-tu, si on regarde de l'autre côté, le côté masculin dans ces années-là, c'était quand même une lourde responsabilité de faire vivre toute une famille. Souvent, c'était des 10, des 11, des 12 enfants. Fallait qu'ils travaillent d'arrache-pied, blessés ou pas. Fallait qu'ils travaillent quand même. Que ce soit la ferme, les animaux, les champs cultivés. Il y avait vraiment des gros travaux sur les épaules. Même en ville, travailler dans les usines, dans l'ancien temps, c'était des heures de travail incroyables. C'était pas juste des 8 heures. Des accidents de travail, il y en avait à la pochetée. C'était pas grave pour les patrons parce qu'ils remplaçaient au fur et à mesure ceux qui étaient vieillissants, blessés, qui travaillaient un peu moins vite dans la production. Les employeurs, ils n'avaient pas le temps de niaiser avec ça. La main-d'œuvre était vraiment abondante, alors les employeurs, ils remplaçaient. Une chance que de nos jours, il y a des lois, des règlements qui encadrent tout ce qui est santé, sécurité sur le travail, puis que les syndicats se sont mis là-dedans. Parce que dans ce temps-là, c'était vraiment pas drôle. Si tu pouvais pas rentrer, il y en avait un autre qui rentrait à ta place. Pour conclure cette émission spéciale, on va s'amuser un peu. Je vais vous poser 3 petites questions d'ordre général avec des sujets qui diffèrent tous l'un de l'autre. Ça a le rapport à vos souvenirs d'enfance, du moins si vous étiez dans ce temps-là. Vous êtes prêts? Et c'est parti pour le petit quiz! Connaissez-vous les frites McCain, les gâteaux et leurs sous-produits? Question. En quelle année les produits McCain ont vu le jour? Tic, 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 tic. D'après leur site web, c'est en 1957 que les frères McCain ont créé leur entreprise de produits alimentaires. Qui n'aime pas leur gâteau à la vanille puis au chocolat? Un vrai délice! Marquez-moi en commentaire lequel des gâteaux McCain vous aimez le plus. Je suis bien curieuse de lire ça. Deuxième question. Vous connaissez tous les jeux Monopoly. Qui n'a pas déjà joué à ce jeu-là? En quelle année le jeu Monopoly a été créé? Tic, tic, tic. Réponse. Le Monopoly a une histoire très particulière. Le premier brevet qui inclut le schéma visuel, le tableau du jeu, il a été connu en 1902 et en 1904 par une femme nommée Élisabeth. En 1933,
Ça a été découvert par un certain Charles Darrow et présenté aux frères Parker, qui ont rectifié un peu le jeu et ont créé le premier plateau actuel qui ressemble à celui qu'on voit en 2024. Puis, le nom et leur légende actuelle auraient été concrétisés en 1970. Ce jeu a été vendu à plus de 200 millions d'exemplaires depuis sa création. Quand même, il faut le spécifier, ce jeu fait partie de nos nombreux souvenirs d'enfance. Dernière question. Elle est un peu plus touchée, un peu plus compliquée. En quelle année est apparue la césarienne chez la femme? Tic, tic, tic. Ah, je vous ai bien pogné là-dessus. Il n'existe pas vraiment de date du premier essai de la chirurgie. Mais les premiers papiers qui expliquent les techniques qui vont avec la première chirurgie, la première femme vraiment qui a survécu par miracle à une césarienne serait en 1500. Quand je lis sur le sujet, les essais de césarienne y ont été vraiment beaucoup nombreuses, mais la plupart de ces femmes, ils laissaient leur peau. Ils parlent beaucoup de mortalité due à de l'infection, des hémorragies, qui est impossible à contrôler. Les techniques de suture et même les fils, l'instrumentation, c'était pas vraiment au point. On parle de boucherie, littéralement. C'est vraiment en 1882 que l'acte chirurgical obtient le plus de réussite. 90% quand même a un bon taux de réussite en 82. Je vous invite à lire sur ce sujet, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de cas documentés, expliqués, les changements de techniques, de matériel. Des fois, ça vaut la peine de lire sur un sujet aussi macabre que celui-là. Mon émission étant terminée aujourd'hui, je vous laisse en vous disant de ne pas oublier de liker mon émission pour m'aider dans le référencement sur YouTube et sur Ocha. Je vous souhaite aussi une bonne journée remplie de positivité et d'amour. Et comme on dirait dans le bon vieux temps, à la voyure et que Dieu vous bénisse.